Et qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, dans le flamenco ? Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Il y a quelque chose d'instinctif, quelque chose d'intuitif, de spontané. Est-ce que c'est une musique qui te ressemble un peu ? Peut-être, je ne sais pas. Oui, il y a de la passion. Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco ? Il y a peut-être une certaine dramaturgie. Et à la fois, donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Donc voilà, c'est un bel équilibre entre plusieurs énergies, on va dire. Il y a un morceau qui s'appelle aussi Meditative Mind, qui est très suspendu, où il y a beaucoup de silence, je le laisse souvent libre, il y a une improvisation. Et ça, c'est aussi un morceau qui m'a toujours fait beaucoup de bien, lui, dans des moments un petit peu difficiles, pour se réancrer, pour se retrouver soi, quand il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles. Et c'est un morceau que j'avais fait un petit peu par hasard, j'avais pris ma guitare au bord d'un lac, pas loin de Toulouse, magnifique. Et ça s'appelle le lac de la Ganguise. Et donc, joli. J'avais commencé, c'était un coucher de soleil, ça paraît vraiment très banal et cliché, mais c'est un open tuning lui aussi qui est venu à ce moment-là, et j'ai commencé à créer ce morceau-là, comme une boucle, quelque chose qui tournait. Et ça aussi, ça a été un moment particulier, ça m'a fait du bien dans ce moment-là. Et à chaque fois que je le rejoue, ce morceau, il me fait beaucoup de bien. Et le public le perçoit à chaque fois, il m'en parle de ce morceau. Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Le podcast consacré à tous les artistes, à leurs rêves, leurs parcours, leurs histoires. Pour ce nouvel épisode, c'est un instrument qui va s'inviter dans les bras de mon invité. Cet instrument, c'est une guitare. Vous l'entendez derrière moi. Et mon invité, elle se prénomme Lydie Fuerte. Lydie Fuerte est guitariste, mais pas seulement. Elle est aussi un peu magicienne quand les notes sur sa guitare fusent, se mélangent, s'enchaînent, se poursuivent, s'enlacent, pour donner naissance à des œuvres musicales dont la virtuosité tutoie celle des plus grands guitaristes du monde. Sa musique prend sa source dans le flamenco, dont elle va s'approprier petit à petit les sons, les notes, la structure, les codes. À sa manière, elle va utiliser et se réapproprier cet univers pour créer le sien et le façonner à son image, avec grâce, sensibilité, élégance, en laissant la part belle à une créativité sans limite ni frontières. Au cours de cet entretien, je vais vous faire découvrir une artiste talentueuse, généreuse, brillante, qui va nous raconter son histoire, ce lien qu'elle tisse avec cette guitare, ce qui dans la musique l'inspire et la fait vibrer. Préalablement à cet entretien, je tenais à remercier chaleureusement l'École des musiques actuelles à Genève pour leur accueil chaleureux. Et avant de faire connaissance avec Lydie Fuerte, je vous propose d'écouter un extrait du titre En Sueño, issu de son dernier album Ahora y Siempre. C'était un extrait du titre En Sueño de l'album Ahora y Siempre de Lydie Fuerte. Alors merci d'accueillir pour ce nouvel épisode Lydie Fuerte. Alors Lydie, bonjour et bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci. Je suis très heureux de te recevoir derrière ce micro. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on ne s'est pas beaucoup vu, mais en tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger et de faire un peu plus connaissance sur ta carrière et ton parcours. Alors, pour commencer cet entretien, j'aime aborder avec mes invités le rêve d'enfant. Ces rêves qui, parfois, ont guidé et construit une carrière. Et pour introduire cette question, y a toujours un petit jingle. Voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Sophie Marceau, voilà, en même temps. Donc, à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves d'enfant ? Est-ce que la guitare, elle faisait déjà partie de ces rêves-là ? Oui.
Quand j'étais enfant, j'allais voir beaucoup de concerts, de guitare, mais aussi d'autres instruments ou d'autres artistes, d'autres disciplines aussi. Et c'est vrai que de voir ces artistes sur scène qui étaient comme dans un autre monde, dans un monde de partage avec le public, avec les personnes qui étaient sur scène, c'était un petit peu, ils étaient comme dans un rêve finalement, si on parle du rêve. Et c'est vrai que moi, enfant, je voyais ça, je me disais, un jour, j'aimerais moi aussi être sur scène. Mais quand j'étais petite, j'avais très peur, j'étais timide, et tout ça. Donc je me disais, bon, j'ai très envie d'être professeur de guitare. Au début, je me disais ça. Mais c'est vrai que ce rêve, oui, il était là, quelque part. De voyager, de faire des concerts, de rencontrer plein d'artistes. Voilà, c'était ça le rêve. Et à quel moment ce rêve, il est devenu une réalité pour toi ? Il a commencé à devenir réalité avec mon projet vraiment personnel à partir de 2015. Voilà, où là j'ai vraiment mes propres compositions qui sont nées, que j'ai créées dans cette période-là, où il y a eu une véritable introspection sur mon instrument. Et où c'est là où vraiment j'ai passé du temps à créer, à composer et au fur et à mesure du temps aussi prendre confiance, puisque quand on démarre, on va faire beaucoup d'arrangements, créer des morceaux pour les autres, etc. Mais pour soi, c'est une autre démarche qui est venue plus tard. En 2015, quand j'ai eu une trentaine d'années. C'est là où c'est venu. Alors, comment tu as découvert cette passion pour la guitare ? C'était justement en voyant d'autres artistes sur scène, c'est vraiment que là, l'étincelle, elle est née pour la guitare ? Peut-être déjà mon premier professeur de guitare, Nicolas Tognotti, que je voyais jouer, donc qui avait toute cette aisance, cette virtuosité, cette sensibilité musicale qui me touchait. Donc déjà, en tant qu'enfant, je me disais, waouh, j'aimerais bien un jour savoir jouer comme lui, simplement. Et ensuite, oui, sur scène, bien sûr, quand j'ai vu des très grands guitaristes, oui, ça m'a donné très, très, très envie de travailler la guitare à un niveau professionnel. Et quel souvenir tu gardes de ta première rencontre physique avec la guitare, la première fois où tu as touché une guitare ? Alors, je me souviens que j'avais demandé à mon papa qui joue de la guitare, qui m'avait encouragée avec ma maman qui est passionnée de guitare aussi. Et je lui avais demandé, papa, est-ce que tu peux me montrer avant mon premier cours de guitare quelques notes et tout ça ? Il m'avait dit non, tu verras, tu découvriras, tu le feras. Et je me souviens pas réellement de la toute première sensation. Parce que j'avais pas trop conscience à ce moment-là que la guitare allait prendre cette place-là et que j'allais devenir plus tard professionnelle, donc j'avais pas du tout conscience. Mais je me suis sentie tout de suite très 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 à l'aise et une sensation très agréable. Alors vraiment, à quel moment tu as pris conscience que cette guitare, tu disais, elle allait prendre une si grande place dans ta vie ? Que c'était pas juste un loisir mais... Rapidement quand même. Ouais. Oui. Déjà dès les premières années, je m'étais dit, moi je veux faire ça comme métier. Alors pour la scène, je ne savais pas, mais du moins enseigner la guitare, je voulais être dans la musique, je voulais travailler dans la musique. Je ne savais pas de quelle manière ça allait être, mais oui. Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre déterminante qui t'a permis d'écrire cette histoire avec la guitare ? Tu parlais de ton professeur de guitare, c'est lui vraiment qui t'a impulsé cette envie plus tard d'enseigner et d'être professionnel ? Il y a eu cette première impulsion, mais il y a mes parents qui m'ont toujours encouragée. Et du coup, dès le départ, c'est vrai que mon père, il m'encourageait à travailler beaucoup, beaucoup d'heures la guitare. Et donc, mais moi-même aussi, par curiosité, je commençais déjà à créer des premiers petits morceaux. Puis les partitions qu'il fallait apprendre, j'en apprenais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'improvisais avec mon père, on s'amusait, il m'apprenait des choses, on commençait à improviser, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il y a eu des rencontres, déterminantes avec d'autres guitaristes, notamment Christina Souma, d'ailleurs que je vais recroiser bientôt dans un festival, 20 ans après, dans un festival de guitare où elle va jouer. On risque de jouer d'ailleurs ensemble, certainement. Festival de guitare au fil de l'Allier, un festival international de guitare à Chanteuge. Et donc il y a eu Christina Souma, il y a eu le grand maître de guitare Roland Diens, avec qui j'ai fait plusieurs masterclass et stages, qui lui m'a encouragé vraiment à aller vers le professionnel, rentrer au conservatoire, etc. Et puis voilà pour les principales rencontres. Et puis ensuite au conservatoire, j'ai rencontré Laurent Vivet, qui a été mon professeur pendant quelques années, qui m'a toujours encouragée à garder ce qui est
rare quand même dans les conservatoires, à garder mon identité aussi, les autres choses que j'avais pu apprendre dans d'autres styles musicaux, puisque je n'ai pas appris ni que le flamenco, ni que les musiques sud-américaines, ni que le jazz. Voilà. C'était vraiment un melting pot de beaucoup de styles de musique. Donc je me suis concentrée pendant quelques années sur le classique, la guitare classique, mais lui m'a quand même dit, Laurent Vivet, voilà, dès qu'on faisait des pièces espagnoles ou dès que je pouvais utiliser des techniques de flamenco de main droite avec des percussions ou alors avec ce qu'on appelle des rasgueados, il disait utilise-les. Vraiment, voilà. Donc c'était quelqu'un qui était ouvert à d'autres styles de guitare et qui m'a encouragé quand même d'une certaine manière. Voilà, continuer là-dedans. Donc ça a été les principales rencontres qui m'ont marquée. D'accord. Et quels sont les grands musiciens qui ont eu une influence sur toi, sur ton style? C'est certainement aussi que j'ai écouté, mais il y a eu Roland Dien, ça c'est sûr. Parce que lui, les open tuning, alors l'open tuning, c'est une manière d'accorder son instrument qui est particulière sur d'autres notes qui sont existantes, qui sont pas. Quand on y accorde, ça ne veut pas dire que c'est faux ou juste dans le sens de la justesse d'un son, mais accorder d'une manière différente son instrument pour avoir d'autres sonorités, d'autres résonances. Et ça, c'est quelque chose déjà que j'ai pu expérimenter au travers des compositions de Roland Dien. Donc lui, il m'a énormément inspiré. Et ensuite, il y a eu tous les guitaristes de flamenco comme Paco de Lucia, Tomatito, Vicente Amigo, que j'ai vu sur scène, qui m'ont... là, il y a eu le feu, la passion du flamenco qui est quand même restée depuis que je suis toute petite. Et quand j'allais voir ces concerts-là, c'était vraiment... je me sentais vraiment animée, je vibrais avec cette musique. Il y avait vraiment il y avait quelque chose, il y avait une étincelle. Particulier, avec une étincelle, voilà. D'accord. Alors, il y a énormément de styles musicaux qu'on peut explorer avec une guitare. Et raconte-moi, toi, ce chemin qui t'a amené jusqu'à la musique flamenco. Alors, c'est mon premier professeur de guitare qui m'en a fait beaucoup écouter, mais essentiellement des guitaristes. Il n'y avait pas toute la culture du chant, je ne l'ai pas découvert avec lui, ça je l'ai découvert plus tard, parce que l'accompagnement du chant c'est autre chose, et d'ailleurs moi aujourd'hui je ne le fais pas d'une manière traditionnelle, je le fais avec tout le bagage que j'ai, que ce soit jazz, musique du monde et ma propre touche personnelle. Mais en tout cas, voilà, il m'a montré certaines techniques du flamenco, les harmonies, et il m'a fait travailler quelques styles traditionnels à la guitare, et il m'en a fait beaucoup écouter, voilà, en me faisant reconnaître les différentes danses, comment elles s'appelaient, à quoi c'était apparenté, quel était le rythme, les mesures, pouvoir, voilà, par exemple, savoir taper les palmas, le rythme. Et donc, voilà, c'est avec lui que ça a commencé. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, dans le flamenco? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Il y a quelque chose d'instinctif, quelque chose d'intuitif, de spontané. Est-ce que c'est une musique qui te ressemble un peu? Peut-être, je sais pas. Oui, il y a de la passion. Je suis passionnée. Il me semblait. C'est possible. Je suis toujours passionnée. Qu'est-ce que tu vas épuiser dans cette musique, dans le flamenco? Qu'est-ce que je vais épuiser? À la fois, il y a peut-être une certaine dramaturgie. Et à la fois, donc dans les sentiments profonds, etc., mais à la fois quelque chose de très festif, de très rythmé. Donc voilà, c'est un bel équilibre entre plusieurs énergies, on va dire, musicales. À ce jour, tu as sorti 2 albums. Donc le premier, c'était Carillon del Viento, et le second, Ahora y Siempre, qui est sorti tout récemment. Oui. Quel souvenir tu gardes de ce premier album, Carillon del Viento, sur son histoire et la manière dont tu l'as composé? C'était une première époque, on va dire, dans ces années-là, entre 2015 et 2017, je l'ai enregistré en plusieurs temps. Et donc, il y a eu déjà une première évolution durant ces 2 années. Et c'était le début, entre guillemets, de mes propres recherches musicales sur l'instrument, la création. Et c'est là où j'ai commencé
à créer mes premiers open tuning, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc, j'en garde un souvenir ému. C'était de belles rencontres musicales avec une contrebassiste qui s'appelle Caroline Nitier, avec une chanteuse qui s'appelle Paloma Pradal. Et donc voilà, c'était le début d'une belle aventure. Voilà. Avant cet album, tu avais aussi d'autres formations, hein, J'ai eu un premier groupe qui s'appelait Diad, avec un autre guitariste et un percussionniste. Et en quoi ça a influencé ta manière de composer par la suite, ces expériences ? Les premières expériences musicales ? Oui, en groupe. On va dire que dans les premières expériences musicales, je ne m'étais pas encore trouvée moi. Je commençais à faire des arrangements, j'avais commencé à faire certaines compositions avec le guitariste avec lequel je travaillais, Bertrand Gibert. Et donc je commençais à pressentir certaines choses en moi, mais je ne les assumais pas. J'avais pas encore eu ce travail d'introspection avec moi-même, et aussi certains encouragements aussi, quand on commence à créer des choses, on n'a pas forcément le regard sur soi-même, on n'est pas forcément encouragé par soi-même. Je veux dire, on se met ses propres barrières soi. Voilà. Mais après, oui, j'ai eu beaucoup d'encouragement et donc du coup, ça m'a incité à aller beaucoup plus loin et à continuer de composer. Et donc, voilà, les premiers titres sont apparus comme ça. Et dans le premier groupe, on va dire que j'ai commencé à percevoir que il y avait quelques éléments du flamenco qui commençaient à venir. Quelques dissonances aussi que j'avais envie de commencer à chercher. Avec le recul, je peux le dire, mais sur le moment, je ne me rendais pas trop compte. Pas trop, ouais. Je n'avais pas encore vraiment mon identité musicale à ce moment-là, en tant que compositrice, on va dire. On va évoquer à présent ce nouvel album, Ahora y Siempre, qui est à la fois un mélange de douceur, de chaleur, de tendresse, comme une caresse méditative, tout en nuances, un temps suspendu. Et par moments, le rythme prend son envol, nous bouscule quelque peu avec une énergie folle, des notes qui fusent de toutes parts. À se demander si d'autres guitaristes font partie de ce tourbillon de notes. Mais non, c'est bien toi, Lydie, qui fait battre la mesure en démesure avec cette guitare, notamment sur le morceau Rumba Blue. Voilà, moi, c'est un morceau auquel je suis très attaché, voilà, qui m'électrise, qui me renverse. Il me fait quelque chose, ce morceau. Je sais pas trop comment expliquer. Et dans la pochette de ce nouvel album, tu cites une phrase de Henri David Thoreau, écrivain, poète et philosophe du 19e siècle. Ahora y Siempre, vivre dans le présent, se lancer au-devant de chaque vague, trouver son éternité à chaque instant. Alors, est-ce que l'écriture, la création d'un nouvel album, c'est une manière de rester connecté à soi, à l'instant présent, et de permettre de traverser les vagues successives de la vie aussi ? Oui, complètement. Oui, moi, la musique m'a toujours aidée à transcender tous les hauts et les bas, d'ailleurs, qu'on peut avoir dans la vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, chaque morceau a été fait dans un moment particulier, que ce soit de joie ou de tristesse, ou d'autres émotions. Et donc, oui, il y a... je ne sais plus quel était le départ de la question. Alors, c'était, est-ce que l'écriture et la création d'un nouvel album, c'est manière de rester connecté à soi, à l'instant, et de traverser aussi. Et être dans l'instant présent, oui. C'est-à-dire que voilà, on est dans un moment un peu en dehors du temps. Ça. Quand on se déconnecte un peu. Voilà, on se déconnecte de tout jugement sur soi ou sur autre chose. On laisse seulement l'instrument et soit sur l'instrument faire son cheminement. Et finalement, ces histoires d'open tuning permettent de vraiment pouvoir s'affranchir de tout et être dans une recherche, on va dire, innocente, pure et innocente sur l'instrument, puisqu'on ne connaît plus rien. On ne connaît plus les positions traditionnelles de la guitare. On est vraiment sur quelque chose de différent. On ne se concentre que sur les résonances. Et on va aller créer finalement d'autres positions, d'autres choses qui n'existent pas. Et on va se concentrer sur le son, les notes, le rythme qu'on a envie d'entendre sur l'instant. Donc on est obligé vraiment d'être dans l'instant. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec les open tuning. Dans quelles circonstances il a été composé, cet album ? Dans quelles circonstances ? Dans quel contexte ? C'était, je présume qu'il y a eu la période aussi crise sanitaire qui était un peu au milieu de tout ça. Oui, il y a eu cette crise-là aussi, qui a été, du moins, par rapport à la musique, ça a été source d'inspiration. Ça a été le moment de prendre un temps pour composer ou pour peaufiner déjà certaines choses qui étaient existantes. Mais il y avait déjà pas mal de choses qui étaient composées avant le Covid, qui ont juste été peaufinées par la suite pour pouvoir l'enregistrer. Mais en fait, je crois qu'il y a une première partie de l'album qui a été enregistrée entre 2 confinements, déjà. Et ensuite, la deuxième partie qui a été faite après tous les confinements. Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers ce nouvel album ?
Je ne sais pas si j'ai voulu raconter vraiment consciemment quelque chose en particulier. Mais en tout cas, c'est là où j'en suis dans ce moment-là. Et c'est la musique qui en ressort. Mais par exemple, un des morceaux qui s'appelle Rock Oriental. Ouais. Mais ça a été dans un moment de ma vie où j'ai eu un petit accident domestique, sans trop de gravité maintenant avec le recul, mais où j'ai, en lavant un verre, je me suis blessée. J'ai eu 3 points à l'index de la main droite. Je n'ai pas pu jouer pendant un moment. J'ai eu des concerts qui ont été annulés, qui étaient importants. Et je ne savais pas, avant que j'ai un examen vraiment très approfondi avec un IRM, j'étais en contact aussi avec la clinique des musiciens à Paris, je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer toutes mes facultés. Ah ouais, donc C'était un peu de stress quand même pendant 2 j'imagine. mois, Ouais. avant d'entamer toute la rééducation qui a été douloureuse parce que c'était vraiment à la première phalange, là où on plie le doigt. On a vraiment besoin, en plus dans le flamenco, soit dans un sens ou dans l'autre, au niveau du fléchisseur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle dans l'autre sens. Mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de toute ma mobilité au niveau de l'index, et donc il y avait cette peur-là. Ouais. Et quand j'ai pu enfin reprendre mon instrument, et bien c'est ce morceau, par exemple, qui est sorti. D'accord, Rock Oriental. À ce moment-là, c'est Rock Oriental qui est sorti. Et donc, certainement, comme j'aime beaucoup le rock aussi, il y a ça qui s'est mélangé avec ces harmonies. Il y a un accordage qui est sorti à ce moment-là, un open tuning qui est sorti. Et j'ai improvisé autour de ça. Et c'est un morceau qui m'a un peu libérée. Ouais. C'était un peu une libération. Une ça y est, victoire. je pouvais reprendre. Finalement, mes doigts fonctionnent de nouveau. Ça paraît rien, mais on peut. J'imagine, mais évidemment. Carrière, à cause d'un verre. Évidemment. Faites très attention, amis musiciens. Mettez toujours des gants quand vous faites la vaisselle. Ouais. Voilà. Très important. Lydie, tu nous fais la gentillesse de nous interpréter ce titre en live, Rock Oriental, dont tu viens de nous raconter l'histoire.
Merci beaucoup Lydie pour ce titre en live. Le morceau s'appelle Rock Oriental. Il est à retrouver sur l'album Ahora y Siempre. Dans la très belle pochette de cet album, tu écris, je cite, Ahora y Siempre, c'est un temps suspendu, l'origine d'un désir qui ne s'éteint pas, indicible et perpétuellement présent. Ahora y Siempre, c'est ce que je ressens, ce qui m'arrive, ce que je saisis, ce que je laisse libre, mes espoirs, mon amour. J'ai le sentiment, en lisant ces mots, que cet album serait plus personnel, plus intime que le précédent. Est-ce que je me trompe ? Oui, certainement. C'est ça ? Oui. Il doit y avoir de ça, oui. Il y a un morceau qui s'appelle aussi Meditative Mind, qui est très suspendu, où il y a beaucoup de silence, je le laisse souvent libre, il y a une improvisation. Et ça, c'est aussi un morceau qui m'a toujours fait beaucoup de bien, lui, dans des moments un petit peu difficiles, pour se réancrer, pour se retrouver soi, quand il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles. Et c'est un morceau que j'avais fait un petit peu par hasard, j'avais pris ma guitare au bord d'un lac, pas loin de Toulouse, magnifique, hein, et ça s'appelle le lac de la Ganguise. Et donc joli, j'avais commencé, c'était un coucher de soleil, ça paraît vraiment très banal et cliché, mais c'est un open tuning lui aussi qui est venu à ce moment-là, et j'ai commencé à créer ce morceau-là comme une boucle, quelque chose qui tournait. Et ça aussi, ça a été un moment particulier, ça m'a fait du bien dans ce moment-là, et à chaque fois que je le rejoue, ce morceau, il me fait beaucoup de bien. Et le public le perçoit à chaque fois, il m'en parle de ce morceau. Oui, il est très beau, très, très beau ce morceau, très apaisant. Ouais. Oui. Il y a dans cet album aussi un grand métissage des styles. On parlait du rock, du blues, du flamenco. Qu'est-ce que tu aimes dans cette exploration de styles ? Alors, sur l'instant, quand je compose, je me rends compte que je pars d'un motif, j'improvise, je ne recherche pas spécialement à partir d'un style en particulier. Ça vient sur l'instant comme une inspiration. Et je m'y dirige ou je ne m'y dirige pas complètement par la suite. Mais c'est comme cela que cela fonctionne. Et en fait, vu tous les styles musicaux que j'écoute et que j'aime depuis toujours, eh bien, je pense que voilà, ça se reporte... ça se fait naturellement, ça se fait naturellement, mais je ne le programme pas forcément au départ. Sauf des fois, ça peut m'arriver de démarrer un exercice et de me dire, tiens, je vais mettre un accompagnement de percussion qui va sonner, par exemple, au rumba blue. J'avais démarré ça sur une rumba. Et j'avais aussi testé de faire les mêmes motifs sur des batucadas brésiliennes, pour trouver d'autres moods, etc. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Je commence en général par un motif qui est quand même assez long, puis je continue de rajouter des motifs, je rajoute, j'improvise. Et ensuite, une structure se crée. Et au final, quand je l'écoute, je vais dire, ah tiens, là, on entend telles influences et telles autres influences, et je vais aller l'analyser après si on me le demande ou si je me pose la question. Mais sur l'instant, le but, c'est justement de lâcher le mental et d'aller dans l'exploration, peu importe ce qui va sortir. D'accord, c'est un peu ce qui te différencie des guitaristes flamenco classiques ? Non, je pense pas, parce que je pense que tous les guitaristes actuels, justement, vont de plus en plus dans le fusion. Même, d'ailleurs, ceux qui sont vraiment dans le traditionnel, vont... un des premiers qui l'a fait, c'est Paco de Lucia, hein, et d'autres l'ont suivi par la suite, mais on va dire que la jeune génération se dirige de plus en plus dans tout ce qui est exploration, de plus en plus de jazz, explorer avec d'autres instruments de musique. Il y a vraiment une recherche libre maintenant. Je reviens sur tu parlais de jouer en open. Moi, c'est vraiment quelque chose alors je fais un tout petit peu de guitare très modestement, mais j'ai jamais essayé de jouer en open. Et le terme de jouer en open, est-ce que ça crée vraiment une ouverture vers d'autres sonorités ? Et qu'est-ce qui te plaît dans cette façon d'être un peu déstabilisé finalement, parce qu'on perd un peu nos repères en termes de position sur la guitare ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de pratique ? Est-ce que tu joues exclusivement en open aussi ou... Ouais, aujourd'hui, je joue exclusivement qu'en open. Parce que en travaillant d'autres pièces, d'autres compositeurs en open, j'ai remarqué que j'avais une sensation particulière qui me plaisait beaucoup. Et notamment dans les résonances qui n'étaient pas les mêmes que mi, la, ré, sol, si, mi. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme si on avait... C'est comme redécouvrir ses premiers amours. C'est quand on découvre la guitare au départ, on va jouer un mi majeur. Waouh, c'est incroyable quand on démarre un instrument. On se dit ouais, c'est incroyable cet accord, comment ça résonne. Et alors après, on a envie de toujours garder un petit peu cette découverte là. Et finalement, en désaccordant d'une autre façon, on va faire un mi majeur mais d'une autre façon. Donc il va y avoir d'autres résonances qui arrivent et du coup
il y a une sorte de lâcher prise et c'est surtout l'inspiration qui est là. Ouais. Cette fameuse inspiration qu'on recherche. Sans elle, sans ce feu, on ne trouve pas les mêmes choses, on va dire. On n'a pas les mêmes idées qui viennent. Et quand on est dans un lâcher prise, eh bien, c'est là où souvent les idées les plus belles apparaissent. On va parler justement de ta manière de composer un morceau. Est-ce que tout part justement peut-être d'un accordage particulier, d'une improvisation, d'une émotion, d'un sentiment ou d'un mélange finalement de tout ça ? Des fois ça peut partir d'un rythme, des fois ça peut partir d'un accord, une harmonie, ça peut partir aussi d'un arrangement. Je vais partir d'un motif d'un morceau que j'ai entendu quelque part et puis je vais le remanier. À la fin on reconnaît même plus, on sait même plus d'où ça vient. Mais les sources d'inspiration peuvent venir de plein de choses différentes en soi. Par exemple aussi avec la danseuse avec laquelle je travaille dans le spectacle féminin Luce, qui est une danseuse de flamenco. Eh bien il y a pu avoir des commandes elle de sa part où elle me dit voilà, j'aimerais bien qu'on travaille sur tel motif rythmique ou alors qu'on parte de tel mouvement, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là en étant en création avec d'autres artistes, alors là c'est là, tout est démultiplié, on trouve encore plus de choses. C'est vraiment génial de travailler avec d'autres artistes, quoi. Est-ce qu'il y a un moment pour toi privilégié pour composer ? Non. Non, pas du tout. Mais j'attends d'avoir l'envie de prendre son instrument. Je ne me fixe pas une règle absolument. Il faut faire quelque chose de nouveau maintenant ou il faut absolument travailler la guitare maintenant. Parce que je pense qu'il y a tout un rapport aussi par rapport aux études que j'ai pu faire au conservatoire, etc., où il fallait une rigueur, il fallait travailler tant d'heures par jour, travailler telle technique, tel machin, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de garder cette fraîcheur et cette envie. Voilà, quand je prends mon instrument... avoir l'envie de faire quelque chose vraiment dessus. Parce que des fois, ça arrive que tu n'aies pas envie, des fois ? Je ne vais pas avoir tout le temps l'envie de prendre l'instrument. Mais en général, dans les périodes de création, et quand on est avec d'autres artistes, et quand on prépare les concerts, quand on est en plein dedans, oui, très très souvent, bien sûr. Alors, certains titres sont des morceaux instrumentaux dans ton album. Alors, quelle histoire on arrive à raconter avec une musique sans les mots pour accompagner ce morceau ? Ça, je ne peux pas l'expliquer. D'autres parleront pour moi. Dommage. Mais en tout cas, c'est ma voix. Il faut imaginer que c'est un texte sans mots. D'accord. Il va avoir beaucoup d'imagination. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Et puis justement, comment on fait pour donner un titre à un morceau comme ça où il n'y a pas de paroles ? Comment ça vient ? C'est une très bonne question. Il faut penser un petit peu à la première sensation qu'on a eue quand on a commencé à créer ce morceau-là. Où est-ce qu'on était, avec qui on était, je sais pas, peut-être relier des choses comme ça. Puis après, ou en fonction du morceau en lui-même. Par exemple, Rumba Blues, c'est une rumba un petit peu blues, donc je l'appelais comme ça, par exemple. Tu parles de lumière intérieure dans ton processus de création. Cela signifie que tu vas puiser l'inspiration au plus profond de toi. Est-ce que pour toi, la composition, c'est un mélange à la fois d'introspection et d'ouverture au monde ? Oui, ouais. C'est exactement ça. C'est ça ? Merci pour... Merci pour ça. C'est exactement ça. Comment on arrive à concilier les deux, justement ? Ce qui motive énormément, c'est de savoir qu'on va pouvoir le partager avec un public. Parce que c'est pas du tout la même chose. On n'y met pas la même intention. On n'y met pas le même amour. Et quand on sait qu'on va aller le jouer pour quelqu'un ou pour un public, il y a vraiment une motivation. Ou quand on sait qu'on va le travailler avec tel ou tel artiste, c'est pareil, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe. Tu es très attaché à la qualité du son et au silence dans ton album. Il y a des sons organiques, notamment tu parlais tout à l'heure du morceau Meditative Mind. En quoi le silence, il a une telle importance dans ta création ? Je pense que le silence a une très grande importance dans la musique. C'est là où il n'y a pas... Alors... Le silence, moi j'aime beaucoup en jouer avec le public parce qu'il y a une sorte de temps suspendu. Je l'ai vécu une première fois très très fort avec Shakti, John McLaughlin, qui est un grand guitariste de jazz et qui a un groupe qui s'appelle Shakti. D'ailleurs, ils vont refaire une tournée là bientôt. Ça va être, je pense, les dernières tournées. Et donc je les avais vus à Toulouse. Et il y avait eu, à la fin d'un morceau, un très grand silence. Et le public n'avait pas tapé dans les mains. Ça avait duré un moment. Alors, pas une minute, mais je veux dire vraiment pas mal de secondes. Mais j'avais l'habitude parce que souvent, les gens, quand ils sont vraiment très, très enthousiastes, ils ont envie tout de suite d'applaudir.
Et ça m'avait marqué, j'étais enfant, et j'avais trouvé ça magnifique, ça m'avait mis la chair, je l'ai encore, hein, ça m'avait mis la chair de poule, cet instant suspendu de silence et avec le public. On ne peut pas l'expliquer. C'est vraiment un moment en dehors du temps, et c'est comme si tout le monde se comprenait, parce que personne n'a envie d'applaudir. C'est ça, c'est incroyable, c'est magique. Il y a une notion un petit peu comme ça. Et donc, les silences eux-mêmes sont importants pour moi, oui, parce qu'il y a une certaine magie dans le silence. Et il n'y a pas de mots. Et puis, il y a les résonances aussi, qui sont belles. Et moi, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus, parce que j'adore la réverb, j'adore les résonances. Et sur un instrument acoustique, on ne peut pas faire la même chose que sur une guitare électrique, par exemple, où on pourrait, avec une pédale, faire durer le son autant de temps qu'on peut. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas sur la guitare acoustique. Mais en tout cas, j'ai une guitare qui a de très, très belles résonances, un très beau sustain, donc je l'exploite au maximum, quand je peux. Ça dépend du morceau et du moment. Alors tu travailles aussi également en étroite collaboration avec Alberto Garcia au chant et Juan Manuel Cortés aux percussions. Alors comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés dans les années, je pense, 2015, par l'intermédiaire d'un ami commun. Et donc d'abord avec Juan Manuel Cortés. Et on a commencé à jouer ensemble très très vite. On a une belle rencontre musicale et on a tout de suite voulu créer un répertoire en commun. Lui étant vraiment dans le traditionnel flamenco, ça l'intéressait énormément de découvrir des métissages et travailler dans le fusion. Et donc, cette rencontre, elle s'est faite comme ça. Puis ensuite, avec Alberto, quelques années plus tard, grâce à Juanma. Oui. Et de quelle manière ils ont contribué à la conception aussi de cet album ? Alors, dans cet album, il y a Juan Manuel Cortés, qui est uniquement avec moi. Et quand je propose mes compositions, lui, en tant qu'artiste, en tant que musicien et percussionniste, va m'amener, lui, d'autres choses, ce qu'il entend. Et donc là, par exemple, dans un rock oriental, sur la deuxième partie, c'est lui qui chante. Oui. Et donc, le défi, ça a été d'accompagner ces lettres, qu'on appelle, qui sont des lettres traditionnels, qui sont des chants traditionnels dans le flamenco, de les accompagner d'une autre manière. Moi, c'était mon challenge, et lui, ça lui plaisait énormément de voir. Normalement, il y a tel accord à tel endroit, tel accord à tel autre endroit. Et donc, je l'ai réharmonisé d'une autre manière, comme je l'entendais moi. Et donc, là, par exemple, ça a été un super échange où on a cherché pendant de nombreuses heures dessus, et puis ça a donné ce que ça a donné dans l'album. Et donc, une partie qu'on a fait vraiment le jour même où on a enregistré, où on a cherché au dernier moment, et où après, on a enregistré un suivant, par exemple. Ce qui m'a impressionné le jour où je t'ai vu en concert, justement avec Juan Manuel Cortés, c'est le jeu de regard qu'il y a aussi entre vous. Quand vous jouez, vous vous regardez en permanence, en fait. On a l'impression qu'il y a une espèce d'échange pour savoir si on est toujours bien sur le même rythme. Enfin, je sais pas. Le regard est important ? On pourrait ne pas se regarder parce que maintenant on se connaît tellement bien, mais c'est vrai que c'est agréable aussi. Il y a une espèce de connexion quand on se regarde. C'est comme si on était encore davantage immergé, certainement. Je sais pas. Puis c'est agréable. Est-ce que cette guitare aujourd'hui, elle a encore des secrets pour toi ? Est-ce qu'elle a encore des choses à t'apprendre ? Oui, c'est infini. On n'en finit jamais. Mais même quand tu as une virtuosité comme tu as aujourd'hui ? Non, moi je considère pas que j'ai une virtuosité. Ah bon ? Non. Ah bon ? Non, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de l'instrument, mais on peut toujours s'améliorer. En fait, ça n'en finit jamais. Je pense que c'est dans toutes les disciplines. Et c'est comme certainement même dans le sport ou dans n'importe quelle discipline artistique. Mais je pense qu'on a toujours des défis. Et finalement, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours aller plus loin. Alors jusqu'où tu aurais envie d'aller avec cette guitare aujourd'hui ? Je pense que ça va être des surprises. Ça va être des surprises. Mais en tout cas, en étant avec d'autres musiciens, en explorant d'autres styles de musique avec des intervenants qui sont des artistes qui sont issus d'un milieu particulier musical, faire d'autres rencontres de styles, en fait, parce que c'est quelque chose qui m'inspire énormément, les métissages. Ouais. Donc, certainement ça. Il va y avoir certainement d'autres rencontres musicales qui vont faire que... Qui vont ouvrir d'autres... Qui vont m'obliger à chercher d'autres choses encore sur l'instrument. Certainement que ce sera ça.
Alors tu parles d'intimité aussi avec cette guitare, une vie en symbiose, comme s'il s'agissait d'une personne à part entière. Non mais c'est un peu cette image-là que j'ai eue. Est-ce que comme avec une personne, il y a des moments de désaccord, de doute ou de remise en question avec cette guitare? Ou est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde? Elle me parle, écoutez, elle me parle pas tous les jours. Mais en tout cas, non, en général, quand je viens vers elle, elle m'apporte toujours du réconfort ou alors du plaisir ou de la joie. Non, en général, non, ça va. Elle est plutôt de bonne compagnie. On s'entend bien. On s'entend bien. Est-ce qu'il y a un morceau que tu as composé qui te ressemble le plus ou pour lequel tu as un attachement particulier? Non, j'en ai pas un en particulier qui me vient, mais il peut y avoir, suivant l'instant, puisqu'en plus les morceaux on les laisse libres, donc quand on reprend un morceau qui date de quelques années, par exemple Carillon del Viento, qu'aujourd'hui j'ai remanié, j'ai rajouté des choses, j'en ai enlevé, etc. Je l'ai remanié aussi avec le chanteur Alberto Garcia. L'essentiel c'est d'être toujours, de ressentir toujours pas la nouveauté, mais d'être toujours dans cette fraîcheur, voilà. D'accord. Donc il y a toujours des passages d'un morceau ou d'un autre qui vont particulièrement nous plaire sur l'instant. Mais ça dépend aussi du public, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend du moment. On va parler du spectacle Luz, tu l'évoquais tout à l'heure avec Eva Luisa. Comment il est né ce spectacle justement? On a commencé à travailler ensemble sur le morceau Meditative Mind, dans un moment vraiment d'improvisation, mais toutes les deux. Et donc moi j'étais au sol, on était dans un espace de création, de résidence. Et donc j'étais au sol et elle était avec moi et on était dans une symbiose, une recherche ensemble qui était très touchante et qui nous a beaucoup plu à toutes les deux. Et donc d'autres morceaux après sont nés de ça et on a voulu après créer carrément un spectacle avec une sorte de fil conducteur, une histoire entre ces deux femmes, parler de la sororité, qui est le mot finalement de fraternité, mais entre deux femmes. Comment on peut s'entraider dans tous les moments de la vie d'une femme. Donc voilà, parler de toutes les étapes de la vie d'une femme au travers de la musique, au travers de la danse, de textes aussi, d'une création lumière, puisque c'est le spectacle qui s'appelle Luz, donc qui veut dire lumière. Et donc voilà, pour le spectacle, Luz, c'est vraiment une très très belle complicité avec cet artiste et c'est toujours pouvoir chercher plus loin aussi dans les métissages de musique. Et c'est autant un plaisir pour elle que pour moi. Et voilà. Comment vous êtes rencontrés, justement? On s'est rencontrés au départ par l'intermédiaire de mon projet avec Juan Manuel Cortés. Avec Juan Manuel Cortés, au travers de mon premier projet, le premier spectacle qui s'appelait Una. Et donc, à la suite de ça, on a voulu créer... toutes les deux, vraiment quelque chose, toutes les deux. La création du spectacle a été faite pour la journée de la femme. Je ne sais plus quelle année, parce qu'avec les années Covid... Oui, on est un peu perdu. Mais je pense que c'était 1 ou 2 années avant. Est-ce que la danse, c'est un élément aussi inspirant dans ta création? Oui. Et surtout Eva, qui dégage beaucoup d'émotions, de choses, d'énergie, de force, de liberté. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et c'est mutuel, on s'entend vraiment très très bien, on se sent libre toutes les deux de pouvoir tout expérimenter, à la fois comme des enfants mais à la fois comme des adultes, et c'est vraiment un plaisir d'être ensemble et de travailler ensemble. Est-ce que parfois tu composes un morceau en imaginant peut-être déjà différents mouvements de danse, ou alors ça vient dans un second temps? Disons que ça c'est sa particularité, donc en général on le voit quand on est toutes les deux ensemble, et là on va chercher... Et d'un point de vue rythmique, parce que c'est aussi une rythmicienne avec ses pieds en tant que danseuse de flamenco. Donc on va chercher, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Samba de Miniatera, qui est un morceau au départ connu de musique brésilienne, qui est une samba connue, que j'ai réarrangé. Mais le but, c'était de pouvoir mélanger le style du flamenco, avec les pieds, et puis certains, on va dire que le tango, par exemple, dans le flamenco, ou la rumba, sont dans un 4 temps. La samba aussi. Donc on a mélangé des choses et ensemble on a créé des nouvelles choses en fait, par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant,
dans le rythme et au niveau des mouvements, bien sûr, on va jouer avec les résonances. Il va y avoir aussi des moments où on a des mouvements ensemble dans le spectacle, en dehors des moments où je joue de la guitare. Il va y avoir des moments où on va chercher des mouvements ensemble sur scène. D'accord. De danse. Alors ce spectacle Luz et cet album Ahora y Siempre voyagent sur scène. Est-ce que ce sont deux spectacles différents ou alors complémentaires ? C'est vraiment différent. Complètement différent. Oui. Et comment vis-tu justement l'expérience de la scène et qu'est-ce que ça t'apporte ? La scène, c'est magique. C'est un moment vraiment en dehors du temps et ça nous porte. C'est un feu. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir mémorable de concert ? Là, la dernière tournée que j'ai faite avec la scène nationale d'Albi, on était avec Alberto et avec Juan. On a une dizaine de dates avec une seule pause au milieu, donc c'était tous les jours avec la même équipe, dans des salles différentes. Et c'était très 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 bon moment, tous ensemble. Et quand on est avec une équipe où on se sent parfaitement en confiance, on se sent porté, on se porte les uns les autres sur scène, c'est vraiment... c'est une entente idyllique, on va dire. Enfin, idyllique. Idéale, on va dire. Comment aujourd'hui tu arrives à promouvoir ta musique ? Alors, promouvoir sa musique. Bon, les réseaux sociaux contribuent pas mal pour promouvoir la musique. Puis ensuite, il y a toutes les plateformes de streaming pour pouvoir... D'ailleurs, l'album Ahora y Siempre sort demain sur toutes les plateformes. Très bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est un album, on n'en a pas parlé, mais que c'était en autofinancement, c'est ça ? Comme le premier album ? Il y a une partie en autofinancement et une partie aussi financée par la SACEM. Ça a été un album sélectionné par la SACEM, donc, qui a été aussi financé par la SACEM. Et donc là aujourd'hui on est à Genève pour une masterclass que tu vas faire avec Christophe Godin, donc très grand guitariste français. Comment tu abordes cet exercice de la masterclass ? Alors, ça tout dépend, parce qu'il peut y avoir des masterclass où on ne fait que parler et jouer, et où on n'apprend pas forcément des choses aux élèves. Moi, j'aime bien quand même quand on peut vraiment échanger avec les élèves et quand on peut leur montrer une partie de notre univers. C'est quand même le plus intéressant. Alors, c'est un challenge parce qu'il n'y a pas les mêmes... chaque personne a son propre niveau. Donc, il faut pouvoir adapter en temps réel un morceau qui va être... que je vais réarranger, pas forcément au niveau où je le fais sur scène, mais ou si, quelquefois si, y a des personnes qui peuvent le jouer au même niveau que je le fais sur scène, ou alors pouvoir le réadapter pour que tout le monde puisse participer, pouvoir explorer qu'est-ce que c'est les open tuning, quels sont les open tuning que moi j'ai pu explorer, mais en sachant que énormément de guitaristes utilisent les open tuning, et chacun a sa petite recette, et donc pouvoir simplement partager ça avec eux, voir comment j'ai pu inclure des techniques, par exemple du flamenco ou de la musique brésilienne, ou pour pouvoir les inclure dans mon jeu de guitariste, et donc le leur partager. Par exemple, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de guitaristes électriques. Je vais leur montrer comment on peut utiliser certaines techniques de main droite, comme des percussions, des rasguean. On peut aussi transposer ça sur une guitare électrique. Alors, ta manière... Disons qu'il faudra, par exemple, faire des percussions, on ne peut pas sur une guitare électrique. Le problème, c'est que ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vraiment faire, mais ils pourront l'explorer sur une guitare sèche. Et tu enseignes aussi la guitare, donc comment tu abordes l'enseignement de la guitare avec tes élèves ? Est-ce que vous abordez tous les styles, ou alors il t'arrive aussi d'orienter vers la guitare flamenco ? Alors, tous les styles peuvent être abordés. On va dire qu'il y a un fil conducteur pour pouvoir s'améliorer sur chaque nouvelle technique et d'une manière très progressive. Comme il est fait quand même, ça, je me suis servi de ça un petit peu comme ingrédient, comme fil conducteur de comment on peut enseigner la guitare dans le classique, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on va utiliser d'abord, on va apprendre à faire le butté, un petit peu de pincé, puis ensuite on va petit à petit faire des motifs mélodiques pour travailler un petit peu chaque doigt à la main gauche, puis ensuite on va rajouter petit à petit de la polyphonie, donc rajouter le pouce, etc. Donc essayer d'adapter plutôt ce schéma-là où on apprend petit à petit technique plutôt que d'aller trop vite et d'apprendre des choses qui vont être trop difficiles, qui vont peut-être décourager l'élève au départ, mais
aller quand même vers lui et lui demander voilà qu'est-ce qui au départ lui il a amené à la musique, quel est son style de musique préféré, quelle est sa chanson du moment, et puis la reprendre, la réarranger et lui faire apprendre de nouvelles techniques avec un morceau qu'on va prendre, je sais pas, une fois par mois, et puis voilà, et en dehors de ça, apprendre d'autres morceaux que moi je vais lui donner pour qu'il ait d'autres outils, pour qu'il puisse avancer au fur et à mesure du temps. Mais il n'y a pas de... Pour chaque élève, ça va être différent, réadapté. Très bien. On va parler de tes projets aujourd'hui. Quels sont-ils ? Alors là, les projets aujourd'hui, là, début juin, donc on va jouer à la scène nationale d'Alès avec Eva le 13 juin. Le 12, on a un shooting photo pour Luce, justement pour avoir un nouveau visuel, là, avec Gilles Vidal, qui est un très grand photographe. Ça, on va le faire sur Toulouse. Et ensuite, il y a des dates dans un festival de jazz à la Tour, donc avec Eva Louisa aussi, avec Luce. Et puis ensuite, pas mal de concerts tout l'été, un petit peu partout en France. Notamment un festival de guitare qui s'appelle Festival de guitare au fil de l'Allier. C'est là où je vais certainement retrouver Christina Souma, une de mes dont tu nous parlais tout à l'heure de guitare. Voilà, puis d'autres dates, ou Brin de Zinc aussi à Chambéry. Voilà, à Chambéry, et puis à Toulouse, sur Albi. Voilà, toutes les dates sont sur mon site internet. Est-ce que quand on est dans une période comme ça où on vient de sortir un album, on est quand même déjà en train de réfléchir à d'autres projets aussi musicaux? Oui. Est-ce que on compose un peu de manière permanente? Oui, là, il y a un autre projet en ce moment qui s'appelle Bac y Samba. D'ailleurs, je vais jouer cet extrait-là avec Christophe Gaudin ce soir. Donc là, le but, c'était de mélanger, d'aller plus loin, parce que j'ai déjà composé un morceau qui s'appelle Sambalerien, où j'avais déjà mélangé un petit peu la samba avec le flamenco, avec un des rythmes du flamenco qui s'appelle la buleria. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et vu que je compose de plus en plus avec des cordes très très graves, je me retrouve un petit peu bloquée sur certains morceaux. J'aimerais bien avoir une guitare à 7 cordes pour ce répertoire-là. Mais en tout cas, j'ai commencé déjà à le composer. C'est toujours avec un open particulier. Et donc, voilà, pouvoir faire des mariages avec des musiciens brésiliens, mélangés avec des musiciens traditionnels flamenco. J'aimerais aller loin dans ce métissage-là et dans cette recherche. C'est le prochain projet en cours. Très bien, qui a l'air déjà assez élaboré. En tout cas, dans ta tête, il y a déjà des bonnes pistes. Oui, il y a déjà pas mal de choses. Au début de cet entretien, Lydie, on a évoqué tes premiers rêves d'enfant. Et pour conclure, j'aimerais, si tu le veux bien, retourner au pays des rêves. Et évidemment, je ne manquerai pas de faire un petit clin d'œil à Sophie Marceau. Alors, j'aimerais qu'on parle des rêves, ceux que tu peux avoir aujourd'hui et ceux qui t'inspirent aussi pour demain. Quels sont-ils ? De voyager, d'aller vers de nouvelles cultures, de rencontrer de nouveaux artistes. Ouais, en fait, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Quand j'étais enfant. Non, oui. Voilà. T'es dans la continuité, en tout cas. Oui, c'est ça. Tu poursuis ton rêve. C'est ça, oui. Eh très bien. Lydie, cette interview touche à sa fin. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Pour ce rendez-vous, ce fut un vrai plaisir. Pour moi aussi. Je suis toujours émerveillé quand j'écoute le son de ta guitare. Moi qui viens plutôt d'une culture rock, blues, je me laisse à chaque fois complètement emporter par ta virtuosité, même si tu estimes que tu n'es pas virtuose, par ces couleurs, ces renversements d'accords que je maîtrise pas mais qui me fascinent. Bravo pour cette très belle maîtrise et pour ces beaux projets en tout cas que tu fais vivre. Donc tu le disais, ta musique on peut l'écouter sur toutes les plateformes à partir de demain. Oui, mais il y a déjà le premier album sur toutes les plateformes. Effectivement. Et je serai en tout cas moi présent au Brin de Zinc à Chambéry, c'est le 18 juillet, je donne la date. D'accord. Pour les amis savoyards et Haut-Savoyards. Lydie, merci beaucoup et très bonne masterclass ce soir et très bon concert à venir. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt. Alors avant de conclure, je remercie une nouvelle fois l'École des musiques actuelles de Genève. Oui, pour l'excellent accueil qui nous a été réservé. Chères auditrices et auditeurs, si vous ne connaissez pas encore l'univers musical de Lydie Fuerte, je vous invite à vous plonger dans son univers. Vous y trouverez sûrement un petit quelque chose à offrir à vos oreilles musicales. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à vos voisins, vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Dans mon micro, le podcast.
On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt Lydie. À bientôt. Merci.